Bonjour et merci de nous retrouver pour La Foi prise au mot, votre rendez-vous de formation et de réflexion. Cette semaine, nous allons nous intéresser aux outils dont on entend régulièrement parler depuis 2 décennies. La Foi prise au mot venait d'être créée, ceux qui se basent sur l'intelligence artificielle. Au-delà d'une révolution technologique annoncée, ces programmes qui ne mobilisent plus les facultés humaines d'écriture ni de lecture, mais qui reposent sur le codage informatique, nous mettent-ils face à un questionnement théologique nouveau? Que faire face à une machine avec qui nous dialoguons, qui nous donne l'impression d'être aussi intelligente que nous? Pour la première fois, une technique ou une technologie semble rivaliser avec ce qui constitue le propre de l'homme, son intelligence. Alors, qu'est-ce que cela change dans notre vision du monde et de nous-mêmes? Voilà les questions que je vais poser à mes 2 invités. Baptiste Rapin, bonjour. Bonjour. Baptiste Rapin, vous êtes philosophe à l'IAE de Metz, Université de Lorraine. C'est quoi un IAE? C'est un institut d'administration des entreprises, c'est-à-dire une école de commerce public. Et puis le père Éric Charmetan, bonjour. Bonjour. Vous êtes jésuite, vous êtes le doyen de la faculté de philosophie, faculté Loyola Paris. Là, je ne vous demande pas, les facultés Loyola, c'est les facultés jésuites. Jésuite, oui. L'ancien Centre Sèvres. Alors, peut-être pour commencer, évidemment, une question un peu banale. On est en ce moment en train de parler d'IA, intelligence artificielle ou AI. Qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est nouveau? Et quel est le plus qui permet, enfin qui explique que tout d'un coup, ça ait explosé dans notre actualité? On peut dire que d'un point de vue historique, l'expression intelligence artificielle date de 1955, donc dans la lettre d'invitation à une conférence d'été de 1956 à l'université de Dartmouth aux États-Unis par John McCarthy. Donc dans l'idée à l'époque, c'était de pouvoir faire réaliser par des ordinateurs des tâches qui sont habituellement faites par l'esprit humain. Donc il y avait un côté effectivement d'imitation déjà à l'origine. Il me semble qu'aujourd'hui on peut prendre peut-être la définition de l'OCDE de 2024 qui dit qu'au fond l'intelligence artificielle est un système d'entrée qui infère des entrées et qui produit des sorties, ça peut être des textes, des contenus visuels, et qui ont un effet dans le monde physique ou virtuel. Voilà, donc cette dimension de système, le fait d'inférer des entrées, par exemple des questions d'utilisateurs d'une IA générative, et puis de produire des sorties qui peuvent avoir un effet à la fois du côté langagier, mais aussi réel. Parce qu'il y a plusieurs types d'IA, en fait. Aujourd'hui, tout est appelé IA, mais on peut appeler aussi de l'informatique classique, les systèmes experts. Voilà, ce qui pilote, par exemple, un avion, le pilote automatique. C'est un système déterministe qui examine tous les cas, les défaillances de capteurs et qui donne des réactions. Donc, ce n'est pas un réseau de neurones artificiels comme dans les IA génératives. Et ce n'est pas une réponse statistique. C'est une réponse qui est déterminée. Justement, qu'est-ce qui a changé avec alors, je ne vais pas citer des noms, même si c'est évident qu'on les a tous en tête. On parle souvent d'IA générative. C'est quoi la plus-value ou la nouveauté qui fait que tout d'un coup, ce qui était pour nous finalement assez transparent devient un centre de notre discours? Disons, ce qui change radicalement, c'est qu'on était habitué aux agents conversationnels, aux chatbots en anglais, mais type celui de la SNCF qui donne rarement les réponses qu'on attend, où c'est très pénible dans ce type de conversation. Et donc, c'est vrai qu'il y a un changement au niveau théorique en 2017, avec un nouveau type de réflexion, effectivement, sur les réseaux de neurones artificiels, et qui est mis en œuvre, par exemple, par ChatGPT, et donc qui permet en fait d'imiter d'une manière assez prodigieuse en fait des réponses humaines. Donc en fait le mécanisme, c'est de décomposer des discours qui sont accessibles par les big data en fait depuis les années 2000-2010. En fait, il y a une constitution de bases de données énormes, donc qui permet d'avoir accès à des discours humains. Ensuite, de les décomposer sous forme informatique, on appelle ça en tokens ou en unités qui n'ont aucun sens, mais en tout cas qui permettent de faire des recompositions ensuite statistiques du langage. Donc c'est pour ça qu'on peut avoir aussi des hallucinations, parce que de fait, il y a une recomposition qui est purement statistique
par rapport à une question qui est posée. Donc même si on a un corpus absolument parfait, on n'est pas à l'abri en fait qu'on nous donne une citation qui est erronée d'un auteur. Mmh. Le père Charmetan disait il y a des entrées, des inputs, et puis ça fait des sorties. Ça donne l'illusion qu'il y a une sorte de boîte noire entre les deux. On ne sait pas trop ce qui se passe. Au fond, il se passe quoi, Baptiste Rapin, entre le moment où j'écris mon invite, mon prompt, et la sortie, c'est-à-dire ce qu'on me raconte? Alors, le père Charmetan a déjà en partie répondu à cette question. Mmh. Mais je vais faire un petit détour historique pour revenir à votre question. C'est effectivement dans les années 40 et 1950 qu'il faut se pencher, sur ces années qu'il faut se pencher, si on veut bien comprendre ce que signifie l'intelligence artificielle. Mmh. Quand John McCarthy a choisi ce terme, dans le cadre du colloque de Dartmouth, de l'université de Dartmouth, qui a été évoqué par le père Charmetan, il l'a fait pour ne pas utiliser un autre terme, qui est celui de cybernétique, parce qu'il ne supportait pas, quelque part, le succès de Norbert Wiener et la cybernétique, qui ont considérablement influencé toutes les autres sciences. En d'autres termes, cela signifie que le choix du terme intelligence est tout à fait contingent, Oui. et qui ne répond pas à une nécessité conceptuelle. C'est un choix stratégique. Alors, influencé, on y reviendra également par l'article célèbre d'Alan Turing qu'il a publié en 1950. Or, quelle est la grande leçon de la cybernétique qui sera reprise par toutes ces sciences artificielles, sciences cognitives, intelligence artificielle, etc. C'est que le monde, qu'il soit physique, biologique, psychique, sociologique, quelle que soit sa dimension, est constitué de boucles de rétroaction. Et là, on commence à rentrer dans la boîte noire, ce qui se passe entre l'input et l'output. Qu'est-ce qu'une boucle de rétroaction? C'est l'orientation d'une action, par exemple un programme, vers une finalité définie, ou qui se définit en cours de route d'ailleurs, par la mise en place de mécanismes de contrôle qu'on appelle en anglais des feedbacks. Et c'est cela qu'est en fait l'intelligence artificielle, grâce au big data qu'a évoqué le père Charmetan. C'est la réalisation d'une quantité infinie de boucles de rétroaction produisant des résultats. Mais ces boucles de rétroaction reposent sur un calcul statistique, sur une approche probabiliste, donc possiblement ouvrant la porte à des erreurs qu'on appelle hallucinations. Là, il faudra peut-être aussi s'interroger sur ce terme qui relève de la psychologie, justement, voire de la psychanalyse. Étant entendu, ça c'est le mathématicien Giuseppe Longo qui l'a montré que des corrélations effectuées sur un nombre de quantités colossales produit systématiquement des résultats, des spurious correlations, des corrélations absurdes qu'on voit apparaître parfois quand on pose des questions effectivement à l'intelligence artificielle. Donc ce qui se passe entre l'input et l'output, c'est la mise en œuvre de feedback qui se produisent grâce à un calcul statistique et probabiliste. J'ajoute que, et ça a été également signalé par le père Charmetan, ce calcul se produit à partir d'une décomposition fonctionnelle du langage en unités élémentaires qui n'appartiennent pas au langage humain. Ce ne sont ni des lettres, ni des syllabes, ni des mots, ni des phrases, ni des tokens, qui permettent justement un calcul, c'est-à-dire la mise en place d'algorithmes. Et donc cela crée nécessairement une illusion de dialogue entre l'utilisateur et la machine, puisque si ce qui apparaît sur l'interface, c'est du langage humain, ce qu'il a produit, ce n'est pas du langage humain. C'est ça. D'où une incompréhension parfois fondamentale en réalité. Alors, vous aviez fait allusion là à cet article d'Alan Turing. Je vous propose justement qu'on fasse une première pause pour essayer de l'entendre. Donc, c'est le texte qui s'appelle « Les ordinateurs et l'intelligence » qui date, vous l'avez dit, des années 50. Et donc, c'est d'Alan Turing. Penser est une fonction de l'âme immortelle de l'homme. Dieu a donné une âme immortelle à tout homme ou femme.
mais à aucun animal ni à aucune machine. En conséquence, ni l'animal ni la machine ne peuvent penser. Je ne peux accepter en rien cette objection, mais j'essaierai d'y répondre en termes théologiques. Je trouverai l'argument plus convaincant si les animaux étaient classés avec les hommes, car il y a une plus grande différence, à mon avis, entre l'animé et l'inanimé qu'il n'y en a entre l'homme et les autres animaux. En essayant de construire de telles machines, nous ne devrions pas plus usurper irrévérencieusement ces pouvoirs de créer des âmes que nous ne le faisons en engendrant des enfants. Nous sommes plutôt, dans les deux cas, des instruments de sa volonté, fournissant des demeures aux âmes qu'il crée. Voilà, donc nous parlons d'intelligence artificielle avec Baptiste Rapin, philosophe à l'IAE de Metz, et avec le père Éric Charmetan, jésuite, doyen de la faculté de philosophie aux facultés Loyola Paris. Alors, père Charmetan, c'est assez étrange parce qu'on voit que cet Alan Turing, finalement, se comporte non pas comme un philosophe, mais presque comme un théologien. Comment vous lisez ce texte ? Je trouve que ce texte est très prémonitoire et très intéressant parce qu'en fait, il pousse une certaine théologie dans ses retranchements, une théologie qui insiste en fait sur une exception humaine et finalement un côté tellement différent de l'être humain, de tout le créé. Tandis que ce texte, je trouve, invite à déjà reconsidérer ce qu'on dit sur les animaux. Mm-hmm. Et de fait, aujourd'hui, on est quand même plus sensible à cette dimension, par exemple, de sentience, aussi d'expérience subjective, en fait, à la première personne que peuvent faire certains animaux. Or, bien sûr, ils ne pensent pas comme nous, ça ne fait pas des philosophes, les animaux ne sont pas des philosophes, mais il y a quand même beaucoup plus de proximité. Et quand on réfléchit aussi aux machines, les animaux sont en fait à un degré de capacité d'interaction avec leur environnement très supérieur à tout ce qu'on connaît. Au niveau des machines. Alors, ce qui est intéressant aussi dans ce texte, c'est qu'il pousse l'idée que peut-être que en fait, ces intelligences ou en fait, ce qui est développé à travers l'informatique, en fait, comme c'est une création de l'être humain, ça a peut-être une portée en fait, beaucoup plus importante que ce qu'on imagine. Parce que en fait, la technique est vraiment quelque chose qui est, à mon sens, fondamental. On parle souvent d'homo sapiens. Moi, je pense qu'on devrait dire homo techno sapiens. Pour insister sur cette dimension technique qui est très importante depuis les origines en fait, de l'humanité. Et donc là, ce qui est prodigieux, c'est que l'être humain arrive à produire des objets qui imitent son esprit, mais alors effectivement qui n'ont pas le même statut, en fait, qui n'ont pas accès au sens, à la signification. Pour autant, est-ce qu'on est en train de créer une forme nouvelle d'être ? Voilà, donc c'est un peu spéculatif actuellement pour penser de peut-être est-ce qu'il y a quelque chose d'une ontologie en fait d'être nouveau qui pourrait apparaître avec l'IA. En tout cas, je trouve que le texte là de Turing ouvre voilà les perspectives et les possibles dans la réflexion. Baptiste Rapin, vous comment vous le lisez ce texte ? Alors c'est un texte qui est une réflexion sur la question suivante. Les machines peuvent-elles penser ? Oui. C'est ainsi que s'ouvre l'article d'Alan Turing. Et Alan Turing ne répond pas directement à la question. Il propose de la transformer en une expérience de pensée fondée sur ce qu'il appelle lui-même le jeu de l'imitation. Alors pour le dire très brièvement, un être humain est-il capable de faire la différence entre une machine ou un autre être humain ? Je ne rentre pas dans les détails supplémentaires. Et Alan Turing est vraiment optimiste quant à la réponse à cette question, disant que dans quelques décennies, effectivement, on ne pourra plus faire cette différence fondamentale. Et là où c'est prémonitoire, je réutilise l'adjectif qui a été utilisé par le père Charmetan, c'est que quand nous sommes face à ces formes d'intelligence générative, comme ChatGPT, pour donner le nom de la plus célèbre, eh bien, en effet, on a l'impression qu'on ne peut plus distinguer si derrière l'écran il y a une machine ou un être humain. Bon. Alors, de façon plus générale, tout ce mouvement cybernétique qui apparaît dans les années 50 insiste ou, disons, promeut une forme de continuité ontologique.
C'est-à-dire que la frontière métaphysique ne passe plus entre les différentes formes de vie animée et entre la vie animée et la vie artificielle, mais il rejette d'un côté ce qui est inanimé et établit une gradation continue entre l'animal, l'homme et la machine, ce qui est donné même dans le sous-titre du livre fondateur de la cybernétique, écrit par Norbert Wiener en 1948. Le livre s'intitule Cybernetics, la cybernétique, et en sous-titre « Ou la science du contrôle et de la communication dans l'animal et la machine », pour montrer que finalement ce sont les mêmes modélisations, cette fameuse boucle de rétroaction, qui s'appliquent à l'ensemble de ces entités. Mais alors, du coup, est-ce que vous allez jusqu'à dire qu'on s'est un peu fait piéger par notre discours théologique qui voulait à tout prix créer une distinction entre, théologique et après philosophique, une distinction entre l'être humain et les autres êtres vivants, en centrant tout sur l'intelligence, on va essayer d'ailleurs de définir ce que c'est, et que là, du coup, on est piégé parce que justement, on arrive à mimer cette intelligence. On s'est fait piéger par nous-mêmes. Alors, c'est vrai que nous avons déjà donné quelques éléments de définition de l'intelligence, mais il me semble qu'on n'a pas encore énoncé une définition précise. Alors faites-le. Alors non, je vais me faire le porte-parole de celui qui l'a fait. J'ai donné les circonstances historiques de l'utilisation de cette expression « intelligence artificielle » qui ne répondait pas à une nécessité conceptuelle. Mais elle est devenue cette nécessité conceptuelle, oui. Et il y a un personnage absolument central qui était présent lors de ce congrès, qui a duré 8 semaines en réalité, de Dartmouth. C'est Herbert Simon, futur prix Nobel d'économie. Herbert Simon qui est, avec Alan Newell, un mathématicien, à l'origine de ce qu'on dit être le premier programme d'intelligence artificielle présenté justement lors de ce colloque. Et Herbert Simon, lui, s'est approprié ce terme d'intelligence et a essayé de le définir. Et d'en faire d'ailleurs un paradigme pour l'ensemble de ce qu'il appelle les sciences artificielles. Et il dit la chose suivante, l'intelligence, c'est la capacité de résolution de problèmes. En anglais, problem solving, ce qui fait qu'Herbert Simon est un personnage absolument central du management, puisque dans les organisations, nous sommes sans cesse en train de résoudre des problèmes, et de l'intelligence artificielle, puisque les programmes qu'il conçoit sont justement voués à résoudre des problèmes. La question que vous posez, donc, je la transforme, elle devient la suivante, c'est-à-dire que l'intelligence humaine peut-elle se réduire à la résolution de problèmes ? Eh bien, il me semble que la réponse est évidemment négative, notamment en ce sens que l'intelligence artificielle n'a aucune intelligence du contexte et de la situation. Or, nous sommes des êtres humains situés dans des contextes historiques, professionnels, sociaux, familiaux, sociétaux, etc., qui fait que l'intelligence se déploie dans de multiples dimensions et non pas seulement dans cette forme logique sur le terrain de laquelle la machine, effectivement, aujourd'hui est devenue plus puissante que le cerveau humain. En fait, si j'entends bien, on est en train de retrouver quelque chose qui s'appelait l'incarnation. Et c'est ça qui fait qu'il y a une différence fondamentale ? Oui, alors déjà au niveau, on va venir sur la question du corps, mais déjà au niveau de l'intelligence, c'est vrai que par exemple, c'est très bien expliqué dans le document Antiqua et Nova, fait par le Dicaster pour la culture et l'éducation ainsi que pour la doctrine de la foi du 28 janvier 2025 qui insiste en fait sur cette complémentarité entre finalement l'intelligence comme raison, ratio, donc qui effectivement peut être imitée plus facilement par l'intelligence artificielle et l'intelligence comme intellectus ou cette dimension plus intuitive en fait de l'intelligence et qui, à mon sens, en fait, n'est pas imitable, en tout cas pas pour l'instant, de ce qu'on connaît par l'intelligence artificielle. Et donc, il y a vraiment ces deux dimensions qui ne sont pas séparées, mais qui interagissent entre elles dans l'être humain. Oui. Et puis tout ça, ça passe effectivement par un corps, donc cette dimension du sujet comme corps, au sujet personne, en fait, la dimension de la personne comme effectivement étant très importante par rapport à une dimension purement machinique, algorithmique, en fait, de l'IA et donc qui n'a pas de corps. Bien sûr, on voit, il y a des robots, Android, et il y a beaucoup de progrès en ce moment, mais pour l'instant, en tout cas, de ce qu'on peut percevoir, on est encore bien loin, effectivement, de ce
que c'est que le corps humain et cette dimension d'une personne incarnée. Oui. Mais est-ce que c'est ennuyeux parce que c'est la question qu'on a envie de se poser, c'est de se dire, bon, est-ce que c'est problématique en fait ? Est-ce que le fait que ça ne soit pas une intelligence incarnée, bon ben voilà, enfin, comme vous disiez du chatbot de la SNCF, mais on pourra en prendre d'autres, bon ben je sais quoi en attendre, donc finalement, bon ben voilà, et est-ce qu'il n'y a pas là quelque chose d'un peu plus... avec les intelligences génératives, quelque chose qui est un peu de l'ordre de la tromperie, parce qu'on a l'impression quand même, et on projette le fait qu'il y ait un corps. Oui, en tout cas, on projette un type de lien qui, dans le monde habituel, est lié avec des organismes vivants qui ont des corps. C'est ça. On parlait des animaux. Et donc, effectivement, là, on projette en fait sur l'IA un type d'être ou de relation. Donc beaucoup l'utilisent en fait comme un compagnon, comme un conseiller. Et donc en fait il y a une dimension d'anthropomorphisation extrême en fait, et qu'on n'avait pas avant effectivement avec un chatbot qui énerve ou agace assez rapidement. On n'a pas du tout cette même impression. Oui. Aujourd'hui en fait on peut avoir des conversations assez longues. Je vois qu'en fonction des dernières générations, ça aussi progresse nettement. Donc les hallucinations qu'on voyait, en fait, on voit beaucoup moins. Enfin, quand on cherche à interagir, moi j'utilise beaucoup le mode philologique, donc pour une vérification plus forte des sources, etc. Et de fait, ça a fait quand même des progrès considérables depuis un an et ça va continuer à en faire. Donc ce côté illusion, en tout cas d'avoir à faire un type de relation, en fait, qui a du sens, qui a une forme d'épaisseur, en fait, c'est quasiment impossible d'éviter cette illusion, mais en fait... et donc, du coup, il faut faire tout un travail pour se dire, mais non, c'est quand même statistique, c'est une réponse, en fait, pour sortir un peu de cette fascination que crée l'IA générative. Même question. Alors, je complète. Il faut aller plus loin parce que nous sommes effectivement, depuis 2 ans, 3 ans, fascinés par les progrès de l'intelligence artificielle générative. Mais la pointe de la recherche aujourd'hui, c'est l'inscription de cette IA générative dans des corps artificiels, c'est-à-dire c'est la robotique. Et cette inscription-là va renforcer tous les mécanismes que vous venez de décrire, d'identification, de projection, d'anthropomorphisation, etc. Très bien. Je peux revenir à la question du corps que vous abordiez. Il me semble qu'il y a là, du point de vue de l'histoire des idées, un élément essentiel. La cybernétique repose sur le concept d'information. Donc une erreur que l'on commet couramment quand on parle de société de l'information, etc., c'est de prendre le mot information au sens courant du terme, comme s'il suffisait d'ouvrir le dictionnaire pour le comprendre. C'est une erreur. L'information ici est un concept scientifique avec son histoire propre et qui résulte notamment d'une révolution logique considérable qui s'est produite à la fin du 19e, début 20e siècle, dont hérite la cybernétique. Et c'est cette décomposition du langage que nous avons abordée au tout début de l'émission. Mais quel est le corollaire de l'importance de ce concept d'information ? C'est que l'information est une donnée abstraite qui est indifférente à son support matériel. Oui. Et c'est précisément ce qui explique la puissance épistémologique, voire ontologique de la cybernétique, parce que la cybernétique a produit des effets en sciences physiques, en biologie, en théorie de la communication, en sociologie, en management, en sciences cognitives, en sciences de l'éducation, enfin, etc., jusqu'à évidemment l'informatique et la science artificielle. Et bien, cela engendre, j'ai envie de dire mécaniquement, pour rester sur l'image, un rapport problématique au corps, puisque le corps n'est plus lié à l'information, il n'en est qu'un support provisoire, éphémère. Et je rappelle que dans Cybernetics, 1948, Wiener envisageait déjà la possibilité de la téléportation, c'est-à-dire le fait de pouvoir abstraire l'information de son support pour le projeter, l'envoyer dans un autre endroit spatial. Donc il y a une indifférence à l'espace, au corps, qui est problématique, plus encore dans les pays de culture chrétienne, dans lesquels l'incarnation a une place centrale.
Alors, je terminerai par un dernier point, c'est que je mentionnais l'importance de la boucle de rétroaction. La boucle de rétroaction, c'est en réalité la modélisation d'une action efficace, quelle qu'elle soit. Encore une fois, économique, biologique, sociale, informatique. Or, la performance, dans ce cas, correspond au temps le plus court qui a été pris pour parcourir cette boucle de rétroaction. L'horizon étant ce qu'on appelle le temps réel, réalisé précisément par l'informatique. Donc celui de l'immédiateté. Or, qu'est-ce que l'immédiateté si ce n'est la suppression des médiations? Or, qu'est-ce que le corps si ce n'est ici une médiation par laquelle, ou l'une des médiations par lesquelles nous interagissons. Donc c'est cela qu'il faut, je crois, percevoir dans cet essor prodigieux de l'intelligence artificielle. C'est la promesse illusoire, je pense, à mon sens, d'une société de l'immédiateté, donc sans médiation, sans corps intermédiaires, et là prenons corps dans tous les sens du terme, c'est-à-dire, et là je ferai référence quelque part à Simone Weil, une société déracinée. Puisque l'enracinement, pour Simone Weil, c'était justement l'inscription dans différents corps intermédiaires. En quoi c'est grave? Après tout, on pourrait se dire, c'est l'étape d'après. Est-ce que ça vous inquiète? Est-ce que ça vous... De toute façon, je pense que la machine est lancée, donc on n'arrêtera pas le rouleau compresseur. Est-ce qu'il faut... voilà, qu'est-ce qu'il va falloir faire? Il me semble en tout cas ça demande de réfléchir sur cette manière d'habiter en fait cet espace qui a été très profondément transformé déjà par le numérique, l'irruption du numérique dans la vie, les réseaux sociaux. Donc avec l'intelligence artificielle générative, il y a une forme d'amplification de cette dimension et de se dire effectivement que l'existence humaine, elle n'est pas simplement une existence dans la biosphère, dans l'écosphère, mais aussi dans cette technosphère ou infosphère, c'est-à-dire en fait ça a un impact sur nos propres capacités de connaître, de penser, de parler. Donc avec l'IA générative, il y a un saut supplémentaire, c'est-à-dire que ça peut imiter la parole. Parfois, je pense, est-ce que ce n'est pas une manière de reformer ce binôme dans la Bible entre Moïse et Aaron? En fait, on sait que Moïse avait des difficultés d'élocution, mais que Aaron, justement, permettait en fait, d'expliciter. Alors, est-ce que l'IA générative ne va pas prendre cette dimension aussi éventuellement d'explicitation, ce que nous portons? Mais le risque, en fait, c'est que quelqu'un qui baignerait peut-être depuis l'enfance dans ses interactions avec des IA génératives, il n'aurait justement pas eu le temps de mûrir, de s'ennuyer, de vivre dans un monde physique avec une altérité aussi, parce qu'on n'en a pas parlé encore, mais disons que la manière dont répondent les IA, c'est toujours gentil. Ça, c'est clair. C'est jamais, en fait, même si on est très en colère, si on insulte, entre guillemets, l'IA générative, elle ne va jamais répondre comme un être humain ou un animal. En fait, donc c'est vrai que ça crée un monde quand même très particulier et que la dimension effectivement de l'histoire qui est si importante aussi dans la révélation biblique, c'est-à-dire on pourrait imaginer aussi que Dieu se révèle à tous immédiatement sans médiation, mais ce n'est pas le cas. Oui. En fait, il y a cette dimension des médiations et de l'histoire. Et donc gommer en fait cette dimension de l'histoire et des médiations, je pense que c'est tragique effectivement pour l'humain. Et pour le christianisme, parce que c'est vrai qu'il y a quand même une sorte d'accompagnement, alors c'est peut-être fortuit, de cette technicité au 19e, 20e siècle et d'une certaine forme de laïcisation, déchristianisation. Est-ce que vous pensez que là, c'est l'étape d'après ? Alors là-dessus, peut-être Baptiste Rapin aurait des choses à dire sur cette question de, est-ce que la cybernétique fait partie d'une métamorphose ou pas de la religion chrétienne? Alors en tout cas, dans certains mouvements du transhumanisme, alors la deuxième version plutôt des années 90 en Californie, donc il y a vraiment cette dimension de religieuse quasiment en fait qui est assez présente
en fait, d'améliorer, en fait, par exemple, Max More, qui s'appelait Max O'Connor, donc voilà, qui a changé son nom pour dire son projet. C'est devenir plus. En fait, dans une lettre célèbre, lettre à Mère Nature, dit qu'il est temps maintenant pour l'être humain d'améliorer les imperfections de la création. Et donc par les technologies, par la transformation du corps humain, éventuellement la sortie du corps. Voilà, donc il y a une forme effectivement de salut par la technique qui habite un certain nombre des acteurs de ce domaine. Mais on peut, je pense, effectivement, y voir quelque chose peut-être de plus ancien autour de cette notion de religion industrielle. Oui, exactement. Ce sont des travaux qui s'appuient sur ceux de Pierre Musso et la religion industrielle, sur ceux de Pierre Legendre. Et il y a tout un courant issu du droit, à la croisée du droit, l'anthropologie, qui examine, alors non pas les mutations internes au christianisme, parce que ça, ce serait plutôt un point de vue théologique, mais les transformations de la croyance, ce que Pierre Legendre appelle, à la suite de Paul Valéry, la structure fiduciaire. C'est-à-dire que toutes les sociétés reposent sur la foi dans un grand récit qui répond aux questions fondamentales de l'existence humaine. Et si l'Église, pendant la chrétienté, a pu donner les réponses à ces questions, si l'État, pendant l'État-nation, pendant la période moderne, a pu également apporter ces réponses, et bien, selon ces auteurs, Pierre Legendre, Pierre Musso, c'est désormais à la grande entreprise multinationale, qui est l'institution de référence de la société industrielle, de donner réponse à ces questions. Et donc, de ce point de vue-là, l'intelligence artificielle et les promesses... alors, vous voyez, j'utilise un terme beaucoup religieux, d'apocatastase, c'est-à-dire de récapitulation cyclopédique du savoir. Alors, simulacre d'apocatastase. Eh bien, accomplit, effectivement, ou en tout cas est la dernière étape que nous connaissons actuellement de cette religion industrielle et ce que vous appelez fascination, en fait, relèverait dans ce cadre-là plutôt d'une croyance et d'une foi dans un grand récit qui est celui, effectivement, du toujours plus, pour revenir à Max More. Petite anecdote historique, c'est qu'il y a une gravure qui ouvre le Nouveau Morganum de Francis Bacon, qu'on considère comme l'un des ouvrages fondateurs de la modernité scientifique, qui est une gravure mettant en scène les colonnes d'Hercule du détroit de Gibraltar, avec ce slogan alors qui était inscrit non plus ultra. Ici, on ne peut pas appeler plus loin, mais on voit justement un bateau franchir les deux colonnes pour s'élancer au loin. Et vous voyez, ce plus ultra, c'est le More de Max More, comme une continuité dans ce prométhéisme de la science. Est-ce que c'est... Donc je parle de fascination. Est-ce que ça veut dire qu'on est dans l'illusion? Est-ce que ça veut dire qu'il y a quelque chose... et que donc le but va être de sortir de l'illusion? Ou est-ce que... Vous voyez, quel rapport avoir à ça? Parce que ce que je crains, en vous écoutant, c'est que certains téléspectateurs se disent... il va falloir... Enfin, je ne veux pas rentrer là-dedans, je ne veux pas utiliser l'intelligence artificielle, etc. Est-ce que c'est ça le bon usage de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire ne pas en avoir? Ou est-ce qu'il faut partir sur une autre piste? Pour ma part, en fait, je suis assez sensible à la dimension de l'intelligence critique, en fait, la dimension humaine, de pouvoir se poser des questions. Si on n'arrive plus à se poser des questions, parce que de fait, chaque fois qu'on a une réponse, même s'il y a des progrès sur les hallucinations, en fait, il faut quand même se questionner, vérifier. Je trouve que ça peut ouvrir des possibles, mais en fait, pour avoir ce regard critique, ça demande déjà une certaine formation. C'est ça. Et que nous, en fait, moi, et puis je pense, et vous aussi, ici sur le plateau, vous avez appris autrement.
Oui. Mais de fait, vous êtes en train de dire qu'on est vieux, en fait. Non, en tout cas, on a appris en lisant des livres. C'est ça. Voilà, et qu'on a dû peiner dans la lecture. Et que je pense qu'effectivement, d'un point de vue de l'éducation, ça pose beaucoup de questions. Oui. Et notamment l'importance de pouvoir aussi peiner dans certaines lectures. Alors, ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais utiliser l'IA, mais sans doute qu'il faut attendre peut-être un certain âge, comme on le dit maintenant du côté du numérique, de ne pas donner de tablette à des petits-enfants, que c'est délétère en fait pour leur développement. Et bien là aussi, pour le développement de l'intelligence humaine, on peut se dire qu'il faut quand même vraiment passer par cette question de la lecture, de prendre du temps, de voir aussi ce que ça fait à notre imagination. Parce que sinon, il y a un côté trop immédiat que vous soulignez, justement, qui passe à côté de tout ce côté temporel de l'élaboration humaine. Et puis alors, il y a un deuxième point, c'est que par rapport à l'IA, peut-être qu'on va tomber sur un mur quand même, le mur de la réalité physique de notre Terre. Parce par exemple, on dit que peut-être la prochaine version, on a la version 5.2 de ChatGPT, mais que la prochaine version 6.0, peut-être que ça va consommer autant d'énergie que la ville de New York. Et donc on voit bien que ça va devenir compliqué en fait, d'un point de vue de l'énergie, de fournir autant d'énergie à ces IA génératives. Et puis effectivement, après, on l'évoquait aussi, cette question de la rentabilité. Est-ce que ça va être rentable ? Parce que là, il y a une bulle extraordinaire du côté de l'IA. Mais certains PDG, celui d'IBM que j'entendais récemment, disait que si on prenait en compte le fait qu'il faut renouveler le matériel physique dans les data centers, mettons tous les 5 ans, eh bien qu'il n'y a aucune chance que ça soit rentable. Voilà. Et donc peut-être qu'il y a un moment où, en fait, du côté de l'investissement, on va s'apercevoir qu'on est dans une impasse. Alors, il y a un précédent célèbre, je vous laisserai répondre après, mais il y a un précédent célèbre à la situation dans laquelle on est. C'est dans l'Antiquité, le philosophe Platon qui se pose la question de qu'est-ce qu'on fait face à cette nouvelle technologie, on peut dire ça comme ça, de l'écriture, même si ce n'était pas si nouveau que ça. Et voilà la réponse qu'il donne dans le Phèdre. Le Phèdre, ça a été écrit en 370 avant Jésus-Christ. Voici, ô roi, dit Teute, le savoir qui fournira aux Égyptiens plus de savoir, plus de science et plus de mémoire. De la science et de la mémoire, le remède a été trouvé. Mais Tamous répliqua : Ô Teute, le plus grand maître est art. Autre est celui qui peut engendrer un art. Autre celui qui peut juger quel est le lot de dommages et d'utilité pour ceux qui doivent s'en servir. Et voilà maintenant que toi, qui es le père de l'écriture, tu lui attribues, par complaisance, un pouvoir qui est le contraire de celui qu'elle possède. En effet, cet art produira l'oubli dans l'âme de ceux qui l'auront appris, parce qu'ils cesseront d'exercer leur mémoire, mettant, en effet, leur confiance dans l'écrit. C'est du dehors, grâce à des empreintes étrangères, et non du dedans, grâce à eux-mêmes, qu'ils feront acte de remémoration. Ce n'est donc pas de la mémoire, mais de la remémoration que tu as trouvé le remède. Quant à la science, c'en est la semblance que tu procures à tes disciples, non la réalité. Lors donc que, grâce à toi, ils auront entendu parler de beaucoup de choses, sans avoir reçu d'enseignement, ils sembleront avoir beaucoup de science, alors que, dans la plupart des cas, ils n'auront aucune science. De plus, ils seront insupportables dans leur commerce, parce qu'ils seront devenus des semblants de savants, au lieu d'être des savants. Voilà, vous êtes bien sur KTO et nous parlons d'intelligence artificielle en compagnie de Baptiste Rapin, philosophe de l'Université de Lorraine, et Éric Charmetan, jésuite,
de la faculté de philosophie de Loyola Paris. Alors, ce qui est intéressant, je trouve, dans ce texte, c'est qu'il fait un peu ce que vous faisiez, en fait, Baptiste Rapin, de dire l'intelligence, ça n'est pas de l'intelligence. Lui, il dit, ah non, c'est pas la mémoire, c'est de la remémoration. Et il y a une sorte de distinction que je trouve assez fascinante chez Platon. Comment vous le lisez, ce texte ? Alors, si je le rapporte tout de suite à notre contexte, qui est celui de l'intelligence artificielle, on a là, j'utilisais le terme d'apocatastase juste avant la lecture du texte, avec l'IA, quelque chose qui pointait déjà avec des encyclopédies en ligne comme Wikipédia, mais qui nécessitait encore finalement une démarche active de recherche. On a là à disposition quelque chose comme l'intégralité de la mémoire de l'humanité. Et donc la tentation, effectivement, de l'externaliser, et donc de s'en remettre à la machine. Et cette tentation doit nous rendre attentifs à la nécessité de la formation, comme cela a été déjà dit auparavant par le père Charmetan. Autrement dit, nous avons déjà souligné les fondements, les limites, les enjeux de l'IA, mais en réalité, je crois que, et là j'utiliserai l'expression de Hannah Arendt, la crise de l'éducation est beaucoup plus préoccupante que ces enjeux de l'IA, parce que seule la maîtrise du langage humain permet d'apprécier et de discerner l'output, les résultats de l'intelligence artificielle. Or, et les évaluations nationales, européennes et mondiales se succèdent les unes les autres, le système éducatif français est dans une crise majeure. Je pense qu'on peut dire de tous les systèmes européens. Enfin, il n'y a pas que la France. Voilà. Mais que ce soit en termes d'acquisition donc de la langue française ou même des mathématiques. Et pourquoi est-ce aussi important ? Parce que l'incapacité à juger entretient le mystère de l'IA. C'est ça. Alors, il y a ce qu'on appelle ce défaut d'explicabilité parce que nous ne sommes plus capables de reproduire les calculs de l'IA. Mais le fait de comprendre la mécanique interne de l'IA mène à une démystification. C'est ça. Et celle-ci n'est plus possible sans certains fondamentaux de culture générale qui doivent être appris à l'école. Donc, autrement dit, la question de l'utilisation de l'IA, à mon sens, renvoie à celle de l'éducation. Vous êtes d'accord, Père Charmetan ? Oui, tout à fait. Et puis, je pense qu'effectivement, l'éducation classique humaine, elle passe par le corps, le sensible, et qu'effectivement, si on a une éducation purement numérique, toute cette dimension, en fait, de l'affectivité, une affectivité humaine qui a le temps de grandir, de mûrir dans le temps, en fait, est anesthésiée, ou en tout cas est amputée, est abîmée, et que, effectivement, dans le lien qu'on peut avoir dans le texte, le lien entre mémoire et remémoration, en fait, la mémoire, pour moi, il y a une dimension corporelle, en fait, très forte de la mémoire, en fait. C'est-à-dire, il peut y avoir, des odeurs, des images, en fait, qui habitent cette mémoire et qui font quelque chose dans notre corps et qu'effectivement, on n'a pas du côté simplement de la remémoration ou de l'accès à de la mémoire sous forme d'information. Et donc, dans le début même du texte de Platon, on insiste en fait sur la mémoire, entre guillemets, comme remède ou pharmacone. Et c'est vrai qu'en grec, ça a cette dimension à la fois de remède, mais aussi de poison. Donc, en fait, on peut se dire, est-ce qu'on n'est pas en train d'empoisonner aussi notre intelligence en utilisant d'une manière pas du tout proportionnée ces IA génératives. Voilà. Et que, de fait, je suis très sensible à cette question pour les générations futures. En fait, qu'est-ce qui leur permettra, en fait, d'accéder à la liberté, à une forme d'esprit critique. C'était déjà la question d'Ancionas, plutôt par rapport à la crise écologique, mais aussi déjà à la technique. Donc se dire, est-ce que les générations futures pourront accéder aussi à la liberté ? Mais je trouve que c'est une question vraiment très actuelle à l'ère des IA génératives.
Justement, c'est la question effectivement qu'on peut aussi se poser. Hans Jonas, c'est aussi donc philosophe plutôt des années 50, enfin après la Seconde Guerre mondiale. Tous ces gens qui ont travaillé sur la technique et toute cette philosophie de la technique que vous connaissez bien, réfléchissaient aussi sur la question du contrôle de la technique et donc d'une possible centralisation en fait permise par la technique. Est-ce que ça vous fait peur? C'est-à-dire d'être aux mains de 2-3 dictateurs. Hannah Arendt raconte que l'un des rêves de Staline, c'était d'avoir connecté tous les gens, tous les savoirs de tous les gens du RSS pour pouvoir faire des liens. C'est Facebook, ça. Hein. Donc, est-ce qu'on n'est pas dans quelque chose à craindre aussi, c'est-à-dire ce sorte le problème politique, quoi. Oui, Facebook, c'est 4 milliards d'utilisateurs. C'est beaucoup mieux que Staline, hein. Quotidien. Donc effectivement, en termes de une ampleur, en termes d'information, recouvre l'humanité. Oui, oui. Bon. Oui, alors la cybernétique, je ne l'ai pas dit, mais provient du grec kybernetuké, qui est l'art du pilotage. Autrement dit, la cybernétique est une science du gouvernement. C'est une science de l'action. Et donc on comprend qu'à ce moment-là, le projet positiviste d'accoucher d'une société scientifique prend la forme d'une direction scientifique de la société, dans laquelle se mêlent le management et l'intelligence artificielle. Et très vite, la cybernétique a attiré l'attention de dirigeants. Et je pense notamment, c'est assez connu dans l'histoire de la cybernétique, du cas du Chili d'Allende, qui essaie de mettre en place ce système CyberSyn de gestion informationnelle de l'intégralité d'un pays. Mais ce système s'est largement répandu en réalité aujourd'hui, puisque la plupart des États ont des systèmes d'information, pour l'instant, fort heureusement, non intégrés, pas encore tout à fait interopérables, et il y a de fortes chances que cette interopérabilité n'intervienne pas tout de suite. Et donc la tentation, c'est effectivement celle d'une centralisation nationale ou transnationale de l'information, avec la possibilité d'en prédire les comportements et donc d'orienter les comportements. C'est ce qui a été théorisé sous l'appellation de nudge, le coup de pouce, l'aide à la décision, fondée sur l'étude des actions ou des comportements préalables récoltés par notamment nos navigations Internet. Oui, donc pas que. Une sorte d'uniformisation en réalité. Oui, tout à fait. Alors on arrive à la fin de l'émission. Je pense que les téléspectateurs se disent moi maintenant qu'est-ce que je fais? Moi, à mon sens, je ne suis pas ministre de l'Éducation nationale française ou de l'instruction publique belge. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que vous conseillez l'un et l'autre? Est-ce qu'il faut s'éloigner de tout ça et vivre dans sa grotte? Disons, moi, à titre professionnel, je me sens vraiment obligé de l'utiliser en fait de manière assez intensive pour en fait comprendre les limites. On voit bien que, par exemple, la question de l'alignement des IA, c'est-à-dire en fait pour éviter un certain nombre de réponses indésirables, il y a aussi des progrès assez importants dessus. Mais après, à titre personnel, je me pose quand même beaucoup la question en fait de mes données personnelles. Oui. Et en fait, je me posais déjà on a évoqué Facebook. En fait, je me suis dit, c'est pas normal que Facebook me propose des nouveaux amis que je connais. C'est-à-dire, d'une certaine manière, il y a un côté effrayant, parce que si ça tombe effectivement en main d'une dictature, donc moi j'essaye en fait de limiter quand même aussi ce que je peux mettre comme info personnelle, identifiable dans mes questions. Voilà. Après, je pense pas que ça évite tout, mais en tout cas, c'est déjà ça. Et puis, le fait de réfléchir collectivement sur cette concentration quand même de puissance qui fait quand même peur. De très grosses entreprises, il n'y en a pas beaucoup en fait, qui contrôlent ces IA génératives, que ça soit aux États-Unis ou en Chine, surtout. Et puis de pouvoirs politiques, en fait, de nouveaux impérialismes, que ça soit aux États-Unis ou en Chine. Donc cette conjonction, en fait, certains appellent ça du technofascisme. Oui. En fait, peut-être que justement, c'est ça qui se profile à un horizon pas si lointain. Donc en fait, comment développer un esprit de résistance? Enfin, moi, je suis assez sensible à cette dimension de la résistance, comme un certain nombre de gens dans les années 30 ont
pensais que c'était important aussi de préparer à une forme de résistance intellectuelle et collective. Baptiste Rapin. Je dirais que notre société cybernétique ou cybernétisée est une société de l'abstraction. Et que la tendance, c'est que nous, pièces du réel, soyons l'appendice de cette société abstraite. Donc si j'avais effectivement un horizon vers lequel pointer, ce serait de renverser cette tendance, c'est-à-dire de faire de ce monde abstrait duquel on ne se débarrassera pas effectivement. Je crois qu'il n'y a presque plus de grottes dans lesquelles on pourrait aller se réfugier. Et donc, ce serait d'inverser le rapport et de faire de cette société abstraite et de ces outils, que ce soit la tablette qui a été évoquée, par exemple, dans les écoles, ou l'intelligence artificielle, ou ces réseaux sociaux, de l'inscrire dans un monde réel, de chair et d'os. C'est ça. L'incarnation. De le camper sur cette terre ferme. Et donc, cela passe effectivement par, le terme a été prononcé, la mesure, la proportion, la réintroduction du temps et du temps long dans la maturation d'un être humain, le sens des médiations, que ce soit la médiation de l'altérité, mais également celle des livres, de la langue, etc. Donc retour au réel ou inscrire l'abstraction dans le réel. Alors, Père Charmatan, vous êtes l'auteur de 2 livres récents, L'Église et la cause animale aux éditions Loyola et Parcours spirituel pour une conversion écologique aux éditions Fidélité. Lequel des 2 livres voulez-vous nous présenter ? Peut-être sur l'Église et la cause animale, qui en fait est tout un parcours en fait issu de 4 journées d'études, sur comment revisiter la question de la place des animaux parmi dans la nature et le rapport à l'être humain, le salut des animaux, quelle éthique chrétienne envers les animaux, donc dans une perspective œcuménique, avec des apports de théologiens catholiques, protestants, orthodoxes. Voilà, donc je pense que c'est une invitation à revisiter en fait la manière de regarder ces créatures de Dieu que sont les animaux non humains. L'Église et la cause animale aux éditions Loyola. Et Baptiste Rapin, 2 livres aussi, Au fondement du management, Théologie de l'organisation aux éditions Ovadia, et toujours aussi aux éditions Ovadia, Abécédaire de la déconstruction. Alors, Au fondement du management est un livre que j'ai écrit en 2014 et qui met en évidence la filiation cybernétique du management contemporain. C'est-à-dire qu'il provient de la même matrice que l'intelligence artificielle. Je narre cette histoire de la cybernétique et j'en explore les principaux concepts, l'information et l'organisation, parce qu'on ne peut pas dissocier les deux. Et je mets en évidence le messianisme qui sous-tend cette pensée cybernétique, qui se présente comme une nouvelle forme de salut dans la lutte contre le chaos qu'est l'entropie. Merci beaucoup à tous les 2. Merci de nous avoir suivis. Vous savez que vous pouvez retrouver cette émission sur le site internet de la chaîne www.ktotv.com, sur la radio KTO et sur l'application KTO. Et on se retrouve la semaine prochaine.